Merci pour ton invitation à dialoguer avec toi à cette séance. Merci à Marielle pour sa présentation. Merci à Esteban de m'accueillir au CRAL, que je suis très heureux de retrouver après ces lointaines années. Ça remonte à une quinzaine d'années à peu près. Alors, mon propos se placera sous le chef de la question suivante. Quel cadre pour l'identification? Je partirai d'un passage de la 7e des thèses, comme il les nomme, exposées par Walter Benjamin en 1940 dans son dernier texte sur le concept d'histoire. Il y indique, vous le rappelez peut-être, que la méthode avec laquelle le matérialisme historique dont il se réclame a rompu est celle de l'Einfühlung. C'est le terme qui est utilisé dans le texte original. Maurice de Gandillac le traduit sans surprise par empathie. Dans sa propre traduction, qui a été reprise dans les écrits français, Benjamin le rend par identification affective. Le terme empathie, en effet, en 1940, était beaucoup moins courant qu'il ne l'est aujourd'hui. L'identification affective au passé, telle aurait été l'attitude historiciste partagée par Fustel de Coulanges et par Flaubert. L'historien de la Grèce conseillait en effet à ses confrères de s'immerger dans l'époque révolue de leur choix et pour cela de faire semblant de ne rien savoir de tout ce qui se serait passé après elle. C'est la formule de Fustel que cite Benjamin. Tandis que l'auteur de Salammbô déclarait de son côté « Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage ». Pour Benjamin, l'erreur de l'historicisme aura été d'oublier ou d'ignorer qu'il n'y a d'histoire que des vainqueurs et que s'identifier au passé, c'est s'identifier aux vainqueurs. Alors ce que je veux retenir de ce texte, pour commencer, c'est que l'identification en tant qu'Einfühlung, en tant qu'empathie, est d'ordre indéniablement affectif. Est-ce le seul type d'identification concevable? Vous avez entendu Dominique, vous connaissez la réponse, non. Le mot d'identification est lui-même porteur d'une ambivalence. Certes, on peut faire jouer l'identification face à l'identité. La première renverrait à un processus, la seconde à un état. Mieux encore, comme tu nous y as invité, on peut construire une axiologie en valorisant le devenir, le processus, l'expérience, par rapport à la stase, à l'essence, à l'idée. Mais cette opposition traverse l'identification elle-même. Alors là, je vais me faire un peu grammairien, il m'arrive de l'être de temps en temps. C'est une propriété bien connue du système affixal français. Un certain nombre de dérivés en sion portent pareillement l'oscillation entre l'opération et le résultat. Vous voyez par exemple les mots définition et description. Ainsi, dans un contexte muséographique, l'identification peut renvoyer soit au protocole d'attribution, de datation et de localisation de l'œuvre, soit à la fiche signalétique qui en donne une sorte de description définie. Alors, en faisant état de cette ambivalence, j'ai neutralisé un trait qui est absolument fondamental, un trait qui est constitutif de ce que j'appellerais, à la manière de Wittgenstein, et là encore je marche sur les traces de Dominique, la grammaire de l'identification. C'est celui qui passe entre l'identification A et l'identification 2. J'appellerais objective l'identification 2, l'identification d'une œuvre, d'un auteur, par exemple, et je qualifierais de subjective l'identification A, qui correspond littéralement à l'Einfühlung allemand. Tel qu'on la comprend aujourd'hui, tel que Benjamin la comprend, l'identification subjective opère
par rapport à une entité humaine ou anthropomorphe, hein, une personne, un personnage, voire un animal. C'est ainsi que je peux m'identifier à mon ami Robert, à Napoléon, à Proust, à Matisse, à Célianus Monk, à Fabrice Del Dongo, à Titi ou à Grominet, voire, comme Flaubert, au passé carthaginois. Alors ici, une remarque est nécessaire, c'est que cette conception de l'empathie, qui est encore la nôtre aujourd'hui, marque une inflexion sensible par rapport aux théories de l'Einfühlung, qui ont été élaborées, je le rappelle, dans l'esthétique allemande durant les dernières années, les dernières décennies du XIXe siècle, par des auteurs qu'on ne lit plus guère, comme Friedrich Theodor Fischer et son fils Robert Fischer, Wilhelm Wundt, Hermann Lotze, Theodor Lipps, Johannes Volkelt, Wilhelm Wöhringer, etc. La meilleure définition qui a été donnée de l'Einfühlung, je la trouve chez Robert Fischer, qui parle de, je cite, « la merveilleuse aptitude que nous avons à projeter et à incorporer notre propre forme dans une forme objectale ». Si, en résumé, les deux conceptions de l'empathie procèdent d'une homologie qui en passe soit par la projection, soit par l'incorporation, dans l'ancienne théorie, la relation s'établit sur l'identification entre ce que l'on a appelé depuis le schéma corporel du sujet, hein, et des formes objectales, naturelles ou représentées, alors que dans la nouvelle théorie, l'identification se fonde sur, je dirais à titre provisionnel, des intensités émotionnelles en situation. Alors revenons à nos deux types d'identification, objective et subjective. Toutes deux présupposent une identité minimale. Disons, en termes aristotéliciens, ou quasiment, mais je n'ai pas besoin d'autre chose pour la démonstration, une substance dotée d'un certain nombre d'attributs, ou, pour le dire avec Ricoeur, une identité idem. Aussi diverses que soient les situations dans lesquelles intervient l'identification objective, l'identification de. On peut sans doute la distribuer entre l'identification de quelqu'un et l'identification de quelque chose. Identifier quelqu'un ou quelque chose, c'est faire coïncider un individu X avec une identité Y, qui peut être soit classifiante, Bernard Vouilloux est de nationalité française, je n'avance que des informations dont je suis sûr, hein, soit descriptive. Mais ces diverses distinctions apportent moins que celles qui concernent le modus operandi de l'identification. Et il me semble que deux grandes modalités peuvent alors être dégagées. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, parmi lesquelles l'identification numérique, que tous les usagers d'Internet connaissent bien, qui consiste pour le sujet à se faire reconnaître au moyen d'un code. Ces deux types. L'identification est procédurale lorsque, sur la base d'un ensemble d'informations, indices matériels, témoignages verbaux, portraits robots, autopsie, je peux conclure que l'assassin recherché est l'individu X, qui est pourvu d'une identité à l'état civil, sont une seule et même personne, ou encore que ce bloc de pierre qui est sur ma table est une pointe de flèche du néolithique, ou que tel panneau de bois recouvert de pigments est un tableau de Duccio. L'identification procédurale, qui nécessite de suivre un protocole, hein, procède donc par abduction. L'identification est recognitive lorsque j'identifie instantanément ou après une légère hésitation la personne que je croise dans la rue comme mon ami X. Robert, tiens, dont je parlais tout à l'heure. Il est vrai que l'identification ne va pas chez certains sans quelques atermoiements ou délais. Je vais vous en donner un exemple amusant. À l'Institut, où sont réunis des archéologues qui ont participé à la restauration d'Angkor, Michel Zinc, me prenant pour l'un d'entre eux, fonce droit sur moi
pour me demander comment on dit amitié en langue khmère. Me revoyant 2 heures plus tard, il met sa confusion sur le compte de sa prosopagnosie, c'est ainsi que se nomme cette défaillance, et il me montre ainsi qu'enfin, il me reconnaît, qu'il me remet, comme on dit si bien, qu'il m'identifie. Alors, dans de tels cas, lorsque la reconnaissance s'effectue, ce que le sujet collationne, en somme, c'est une image perceptuelle actuelle et des images mnésiques, c'est-à-dire l'image qu'il s'est faite de X au fil de leurs rencontres successives. L'identification, en ce cas, est induite. Elle sanctionne l'évidence de la reconnaissance, de la recognition. C'est X. Entre ces 2 modalités, procédurale et recognitive, la relation est moins d'exclusion que de graduation. La plupart de nos identifications recognitives pourraient être explicitées par une analyse qui en dégagerait la dimension procédurale. Et il est permis de penser qu'elles doivent leur caractère d'évidence à des apprentissages précoces. Je songe en particulier à l'aptitude d'un lecteur dit cultivé à reconnaître quasiment sans examen le statut fictionnel ou non fictionnel d'un texte. À titre de travaux pratiques, je propose à votre... Ah, c'est moi? Je suis désolé. Je suis désolé. Je me demandais d'où venait le son. À titre de travaux pratiques, donc, je propose à votre sagacité l'incipit suivant. Je tournais l'angle de la Kaiserallee, une bouffée de vent et de pluie glaciale cingla mes jambes nues, et je me rappelais avec angoisse qu'on était un samedi. Discours véridictif ou discours fictionnel? Réponse dans un instant. Par ailleurs, l'identification objective peut fort bien s'exercer sur des individus fictionnels. Personnages, des objets, on identifie un personnage comme une sorte de Don Juan ou de Napoléon, on identifie un paysage ou encore un thème. On voit donc que l'identification objective peut porter aussi bien sur l'identité ontologique ou numérique de l'œuvre, pour reprendre la typologie de Luis Prieto, que sur ce qu'elle représente. Ce n'est assurément pas le cas pour l'identification subjective. Je peux m'identifier à Stendhal ou à Fabrice Del Dongo, pas à la Chartreuse de Parme. Au terme de cette première approche, je poserai donc 2 constats. En premier lieu, si l'identification subjective, l'identification A, est intrinsèquement d'ordre émotionnel, affectif, l'identification objective est foncièrement cognitive. En second lieu, l'une et l'autre sont des processus. L'une et l'autre présupposent une identité, mais elles diffèrent par ce à quoi elles aboutissent. Si l'identification objective débouche sur une identité, X et Y, La Chartreuse de Parme est un roman, l'identification subjective, et on va le voir dans un instant, se nourrit d'elle-même, elle s'auto-alimente. Cela étant, elles connaissent toutes 2 des résolutions négatives. On peut désidentifier une œuvre, par exemple en la désattribuant et en la réattribuant. De même, on peut cesser de s'identifier à quelqu'un. Ce n'est pas sans soulagement, je pense que certains d'entre nous ont vu leur fille cesser de s'identifier à, par exemple, Madonna. Alors, arrêtons-nous maintenant sur l'identification subjective, et en particulier sur l'identité sur laquelle elle se focalise. Une substance dotée d'un certain nombre d'attributs HD. Ces attributs, pour donner prise à l'identification, sont d'une certaine sorte. Ils doivent pouvoir être saisis comme le produit d'une histoire et comme porteurs d'un devenir. Le caractère processuel, dynamique de ce type d'identification, qu'est l'identification subjective, se marque donc dans une collusion entre une image du sujet se structurant dans un récit, c'est très clairement alors une identité ipsée,
et une image de l'alter ego comme modèle de développement narratif. L'identification subjective fonctionne par projection et rétroprojection ou incorporation, et c'est pourquoi elle est spéculaire. Il faudrait considérer ici le mécanisme de l'identification lorsqu'elle a pour foyer ou pour cible justement une image, un portrait peint ou photographique. S'identifier à Napoléon ou à Hollande ou encore à Chateaubriand, ce n'est pas s'identifier dans un cas à un petit gros au crâne dégarni ou dans l'autre à un bellâtre poseur, tel que l'a peint Girodet. Le rapport à une personne ou à un personnage en passe toujours par un scénario. C'est pourquoi l'identification connaît son meilleur rendement, son plein régime avec les arts narratifs. Biographie, roman, film, bande dessinée, voire peinture narrative. Alors le point où je veux en venir est de savoir si l'on s'identifie pareillement à une personne réelle et à un personnage de fiction. La différence de statut entre ces deux types de supports induit-elle une différence de nature ou d'intensité? La question a beaucoup occupé ceux qui travaillent sur cette notion d'identification. Son traitement implique qu'on la replace dans une problématique plus large qui est celle du rôle des émotions dans notre relation à la fiction et donc aux œuvres d'art. La joie, la terreur que nous inspirent les situations vécues par les personnages sont-elles du même ordre que celles que nous éprouvons réellement dans des situations que nous vivons? Vous savez comment Aristote a tranché la question, la catharsis, la purification, comme propose de traduire Dupont-Roch et Lalo. La purification des passions est conditionnée chez Aristote par l'écart existant entre ces deux types de situations, écart qui est constitutif du fait représentationnel mimétique lui-même. La représentation fictionnelle ne me fait pas revivre, comme on dit mal, des émotions que j'ai éprouvées, elle me les fait rejouer ou mimer. Mais je reviens à la question qui m'occupe, celle de l'identification à une personne réelle ou à un personnage de fiction. Je voudrais l'articuler à l'identification objective. Ma thèse, ou plutôt mon hypothèse de travail, est que l'identification A est toujours relative au cadre identificationnel objectif dans lequel elle fonctionne. J'ai dit que l'identification A nécessitait un récit, qu'il soit actuel ou virtuel. Bon, pour des raisons de commodité méthodologique, je ne considérerai dans la suite que les cas de récit actualisés. Dès lors, la question porte sur l'aptitude du lecteur à s'identifier à quelqu'un selon que le récit est de type factuel, véridictif, ou fictionnel. J'ai bien dit le lecteur. Là encore, pour des raisons qui sont également de méthode, je laisserai de côté la relation que l'auteur lui-même entretient avec une personne ou un personnage. Le mieux est encore de partir d'exemples précis. J'en prendrai deux. Le roman de Robert Merle, La mort est mon métier, publié en 1952, auquel j'ai emprunté l'incipit que j'ai cité tout à l'heure, et le roman de Jonathan Littell, Les Bienveillantes, publié en 2006. L'un et l'autre sont des récits à la première personne, dont le héros narrateur est un grand criminel nazi. Celui du roman de Merle, Rudolf Lang, emprunte ses traits et son histoire à Rudolf Höss, le commandant du camp d'Auschwitz. Celui du roman de Littell, Max Aue, juriste de formation, aura rempli diverses fonctions de conception, d'organisation et d'exécution dans la politique nazie de persécution et de destruction des Juifs. C'est peu dire que ces deux romans ont suscité un grand malaise chez beaucoup de lecteurs. À quoi tient ce trouble dans la lecture? Selon moi, au conflit qui oppose, d'une part, les actes et pensées attribués à un personnage, accrédités par tout ce que nous savons par ailleurs
de l'idéologie des nazis et des crimes qu'ils ont commis, et d'autre part le potentiel d'identification qu'induit presque mécaniquement une énonciation en première personne dans un cadre fictionnel, avec tout ce que ce cadre engage sur le plan des techniques narratives, quant à la sélection et à la construction des épisodes, à la gestion des points de vue et des informations, à la conduite des dialogues, etc. Est-ce qu'il n'en va pas de même, me direz-vous, dans le cas de journaux, de mémoires, de témoignages, bref, de discours factuels émanant de grands criminels? Je pense que non, car la propension du lecteur à s'identifier à l'entité auteur, narrateur, héros est en ce cas très clairement barrée par son propre rapport à l'éthique. Autrement dit, comme l'écrit Primo Levi dans l'appendice à Si c'est un homme, je le cite, « Aucun homme normal ne pourra jamais s'identifier à Hitler, à Himmler, à Goebbels, à tant d'autres. » Dès lors que nous percevons une incompatibilité entre l'horizon de valeurs dans lequel s'inscrivent les pensées, sentiments et actions des agents considérés et le cadre éthique qui est le nôtre, la dimension représentationnelle inhérente à l'énonciation narrative, fût-elle véridictive, se trouve en quelque sorte sapée. Nous recevons ce type de texte moins comme une représentation, un monument, que comme un document, un symptôme. Les effets toujours possibles d'immersion et d'identification sont immédiatement placés sous le contrôle critique que commande notre rapport éthique au monde. Rapport qui pose une limite à notre effort de compréhension. Dans le texte de Primo Levi, que j'ai cité il y a un instant, il affirme que comprendre, c'est presque justifier, ce qu'il explicite de la manière suivante. En effet, comprendre la décision ou la conduite de quelqu'un, cela veut dire, et c'est aussi le sens étymologique du mot, les mettre en soi. Mettre en soi celui qui est responsable, se mettre à sa place, s'identifier à lui. Lévy est revenu dans Les naufragés et les rescapés sur l'identification, mais pour la saisir à un autre niveau, à travers le rapport trouble qui, à l'intérieur de ce qu'il nomme la zone grise, brouille ou estompe les traits qui différencient les victimes et leurs oppresseurs. Certaines victimes pouvant se compromettre plus ou moins gravement avec les bourreaux en s'identifiant à eux. Voici ce que Lévy écrit. Sur ce mimétisme, sur cette identification ou imitation ou échange des rôles entre l'oppresseur et sa victime, on a beaucoup discuté. On a dit des choses vraies et inventées, troublantes et banales, subtiles et stupides. Ce n'est pas une terre vierge, c'est bien au contraire un champ maladroitement labouré, piétiné et retourné. Il cite ensuite une déclaration de la réalisatrice Liliana Cavani sur la porosité entre les rôles et sur ce qu'elle nomme la dynamique victime-bourreau. Bien que le contexte de cette déclaration ne soit pas précisé, il me paraît très probable qu'elle ait été faite à propos du film Portier de nuit, sorti en 1974. Lévy reprend en ces termes. « Je ne m'entends pas à l'inconscient et aux profondeurs, mais je sais qu'un petit nombre s'y entend et que ce petit nombre est plus prudent. J'ignore, et je ne suis guère intéressé à le savoir, si un assassin s'est niché dans mes profondeurs. Mais je sais que j'ai été une victime sans culpabilité et pas un assassin. Je sais que les assassins ont existé, pas seulement en Allemagne, et qu'ils existent encore, retraités ou en service, et que les confondre avec leurs victimes est une maladie morale, ou une coquetterie esthétique, ou un signe sinistre de complicité. C'est surtout un précieux service rendu, volontairement ou non, à ceux qui nient la vérité. » Lorsque Primo Levi examine les différents cas de collaboration des victimes à leur oppression, il n'oublie jamais de référer son jugement ou son refus de juger
à la situation exceptionnelle créée par le lager. Si la perversité du système nazi a été justement de faire collaborer les victimes à leur oppression, perversité qui trouve son paroxysme avec les Sonderkommando, l'appréciation juste de ces situations commande de tracer la limite irréductible séparant les auteurs de ce système et leurs victimes. Les souffrances qu'a pu engendrer après coup chez la majorité des oppresseurs leur repentir ne suffisent pas, dit Lévy, à les enrôler parmi les victimes. De la même manière, poursuit-il, les erreurs et les défaillances des prisonniers ne suffisent pas pour qu'on les mette sur le même rang que leurs gardiens. L'instance au nom de laquelle Primo Levi évalue les différentes situations n'est pas celle de la justice, c'est-à-dire des lois humaines, mais celle de la justesse, comme je voudrais la nommer. Le jugement qu'il articule, bien souvent pour poser ce qu'il nomme une impotentia iudicandi, n'est pas juridique, mais éthico-politique. En principe, il en va tout autrement pour le lecteur de fiction. Dans la mesure où elle ne prétend pas à la vérité, où elle en suspend les preuves, la représentation qu'elle instaure, on appelle d'abord un jugement esthétique. L'appréciation de la forme de la représentation, de la justesse esthétique, aspire à primer sur l'impératif de justesse éthico-politique auquel nous soumettons les représentations discursives. Mais ce qui vaut, par exemple, et je ne prends pas mes exemples au hasard, pour les textes de Sade ou pour le Dracula de Bram Stoker, vaut-il pour La mort est mon métier ou Les Bienveillantes? Selon moi, le malaise que nous ressentons face à ce genre de fiction, celle de Merle et de Little, provient de la contradiction que nous percevons entre la forme représentationnelle et le cadre éthico-politique selon lequel se règle notre rapport au monde. Tout y est fait pour susciter une identification subjective que nous ne pouvons que refuser. On peut qualifier d'obscène la représentation de ce pourquoi il n'y a pas de forme de représentation possible au regard de l'éthique. Un exemple célèbre d'obscénité nous est fourni par la scène des douches dans La liste de Schindler. Exemple d'autant plus significatif que la caméra de Spielberg invite le spectateur à épouser le point de vue des victimes en le faisant pénétrer avec elles dans la salle de douche. Obscène est la fiction qui donne un moment à croire au spectateur qu'il est dans la chambre à gaz. Obscène est la déception, si on peut recourir à ce terme, de son attente. Lorsque des pommeaux de douche sur lesquels la caméra fait un gros plan sort non pas du gaz, mais de l'eau. L'obscénité est propre, me semble-t-il, aux représentations qui s'établissent dans cette sorte de zone grise où la fiction refait l'histoire, au double sens de faire à nouveau et de tromper. Obscène est la représentation de l'intérieur de la chambre à gaz, aussi bien du point de vue qui pouvait être celui des victimes que du point de vue des SS, du point de vue qu'ils pouvaient prendre de l'extérieur à travers les œilletons par lesquels ils observaient les victimes et peut-être même, comme Godard l'a supposé, les filmer. La catégorie de l'obscène désigne une aporie de l'identification. Une aporie qui se dessine chaque fois que l'identification l'identification objective du contexte dans lequel un récit nous est livré, pose l'impossibilité éthique d'une identification d'une identification subjective au bourreau ou à la victime. Alors, au terme de ce parcours qui touche à sa fin, je retrouve Benjamin. À l'identification subjective au passé,
que privilégie l'approche historiciste, il opposait le matérialisme dialectique qui prend l'histoire, disait-il, à rebrousse-poil, c'est-à-dire du côté des vaincus. Je ne sais pas si ce projet est toujours viable. Pour ma part, il me semble que la tâche qui est nôtre aujourd'hui est de tenter de penser de manière critique les conditions de l'identification subjective. Celle-ci opère partout. Les moyens de communication de masse favorisent un tout émotionnel qui est source des pires confusions. Combien de romanciers, Littell, mais aussi Dominique Sigaud, avec son insupportable Franz Stangl est le commandant du camp de Treblinka. Franz Stangl et moi, on pourrait citer bien d'autres exemples. Combien de romanciers donc cherchent à nous vendre un mauvais mélange de métaphysique au rabais et de psychologie de bazar pour accréditer l'idée selon laquelle, le mal étant banal, mes interprétations complètes, soit dit en passant, de ce qu'écrivait Hannah Arendt, nous serions tous des bourreaux en puissance. Et la sphère de l'action publique n'est pas épargnée. Dernier exemple en date, que l'on doit à un ministre de la République, égaré sans doute par la ferveur populaire et la chaleur tropicale, ce qu'on appelle un coup de bambou, prendre un dictateur populiste d'Amérique latine pour une synthèse de Blum et de Gaulle. C'est pourquoi, dans cette situation qui est nôtre, il importe de rappeler que la lecture, et plus largement la réception d'un message, est un acte critique. C'est ce que j'ai tenté de faire, en montrant que s'il y a une différence entre nous et la petite souris que fascine l'œil du serpent, qui va la dévorer, c'est bien dans la capacité que nous avons de recadrer l'identification A au moyen de l'identification 2.